J'aime toujours rappeler la mission de l'Association forestière quand j'ai l'occasion de prendre la parole. Éduquer, informer, sensibiliser la population régionale à l'importance de l'arbre, du milieu forestier et de l'environnement. Je me plais aussi parfois à poser la question, savez-vous depuis combien de temps que l'Association forestière existe? Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui voudrait risquer une réponse. 71? C'est écrit, non. L'Association forestière existe depuis 1942. Donc, depuis 1942, ça fait déjà plus de 70 ans que l'association, qui a eu des hauts, des bas au cours des années, mais qui a toujours continué sa mission. Vous avez vu la thématique du congrès, Luc en a parlé un petit peu, connaître hier pour mieux rêver demain. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Vous n'êtes pas sans savoir, comme Luc l'a mentionné, que cette année, c'est le 175e anniversaire de la région. Le drapeau, on est la seule région au Québec à avoir un drapeau. Drapeau qui a été présenté lors de son 100e anniversaire et qui contient des éléments symboliques. C'est des éléments qui ont forgé l'histoire de la région et qui peuvent contribuer encore à son avenir. Le vert, vous savez tous ce que ça peut représenter, la forêt. Le jaune, l'agriculture. Le gris, c'est ce qui unit les différents éléments et c'est l'industrie et le commerce. Et le rouge, c'est les hommes et les femmes de la région qui mettent en valeur ces ressources. Quand on parle de ressources, ce que l'on entend le plus souvent, il faut que ce soit vivable, équitable, viable, en considérant l'environnement, le social, l'économique et surtout une utilisation durable. Un beau casse-tête, vous me direz. Il n'y a pourtant que 7 morceaux qui, une fois rassemblés, constituent le développement durable. Vous avez un cadre de vie au niveau de l'environnement, un milieu de vie au niveau du social et un niveau de vie au niveau économique. Et le tout doit être en équilibre. Et avec la forêt, comment on arrive à ce développement durable? On parle d'un aménagement forestier durable. Et la solution pour y arriver, la certification. Il est bon de rappeler que la certification forestière vise à démontrer que les entreprises qui l'adoptent aménagent et utilisent la ressource forestière sur un territoire donné selon les principes du développement durable. Il est bon de rappeler aussi que le Québec, c'est un chef de file mondial en matière de pratique d'aménagement forestier durable. Et c'est des choses qu'on semble oublier. 90% des forêts publiques du Québec sont certifiées selon l'une des 3 normes qui sont reconnues internationalement parlant. Donc, un territoire certifié démontre que l'on prend en considération les éléments du développement durable. Malgré cela, on entend toujours concertation, acceptabilité sociale, enjeux, savoir, connaissance, intérêt, valeur, choix, défi. On aurait tous pu parler de ces mots-là d'une façon négative aussi. C'est ce qu'on entend le plus souvent quand on parle de développement durable. Permettez-moi, la concertation, c'est encore possible? Cette acceptabilité sociale qu'on parle tant. Permettez-moi de lire un extrait qui résume bien les mots que je viens de vous énumérer. Les gens nous disent, c'est arrivé cet été, ça, au mois de juin, un article qu'il y avait dans le quotidien, intitulé « La fin du monde n'a pas eu lieu ». Les gens nous disaient que tout allait disparaître, qu'il n'y avait plus d'oiseaux, que les animaux allaient déserter notre secteur. On a quand même accepté de discuter avec le ministère et on a invité le contremaître de l'entreprise. Et on passe un bout de texte. Que l'on soit sur le terrain, de l'un ou de l'autre des chalets, il est très difficile de dire qu'il y a eu de la coupe de bois. Ils ont respecté tout ce qu'ils avaient dit lors de nos rencontres. La récolte des arbres, à l'exception des pins que l'entreprise n'avait pas le droit d'abattre, va permettre de régénérer la forêt. Et en conclusion, le président disait « Une aire protégée comme ce que nous souhaitions, l'Association du Lac-Sébastien, limite les activités sur le territoire. Nous préférons conserver notre liberté tout en bénéficiant des mêmes avantages pour la faune que ce que nous apporterait une aire protégée. » Comme vous voyez, la concertation,
c'est possible. Et le lac Sébastien, c'est tout près de Chicoutimi et vous faites assurer qu'il y a on peut parler de résidences secondaires, mais de très grande valeur. C'est un territoire également certifié, donc, en principe, les éléments du développement durable sont là. Mais pourtant, ce qu'on peut voir aussi, Presse canadienne, 6 décembre 2012, le quotidien, 16 janvier 2013, toujours dans le quotidien, 26 février, 20 mars, la presse, donc on change de région, le soleil, le quotidien, nouveau dialogue, la presse. Comme vous voyez, je ne les ai pas tout ramassés, mais c'est juste pour vous montrer qu'au niveau de la forêt, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup aussi, on va dire, problèmes, entre guillemets. Mais pourtant, récemment, j'ai lu aussi, je suis un boréal. Je n'ai rien contre l'environnement. Je n'ai rien contre le caribou. Bien au contraire. Je passe presque tout mon temps libre dans cette forêt boréale. Mais quand je m'aperçois que des décisions importantes sont prises dans des bureaux, dans de grands centres urbains, et ce, au détriment des régions concernées, on manque l'occasion de déterminer et de revendiquer ensemble ce qui devrait être acceptable pour ne pas mettre en péril notre secteur d'activité si vital pour notre avenir. Les gens ont l'impression de ne plus faire partie de l'équation quand je vous ai montré les textes, les titres des journaux juste auparavant. Est-ce une perception? Et où le problème? C'est quoi la solution? Je ne sais pas. Peut-être que nos conférenciers aujourd'hui vont nous donner des éléments. Ce que je lisais récemment, dans un autre continent, l'autre côté de la mer, comme on dit, c'est un rapport qui a été remis au premier ministre français, c'est tout récent. Je ne vous lirai pas tout le texte, mais seulement des extraits. L'équilibre entre les différentes fonctions de la forêt est lui aussi en question. Le point commun de ces divergences est souvent une connaissance insuffisamment partagée de la complexité de la forêt et de ses multiples usages, tout aussi indispensables à notre avenir. On aboutit à une partition en fonction des rapports de force entre les usages complémentaires de la forêt. Ici, une forêt sanctuaire, là, une forêt industrielle, une forêt paysage, là, une forêt mine de bois, ici, une forêt interdite, là, une forêt chantier. Mais ce qui a retenu mon attention, et je vais me permettre de vous le lire aussi, la forêt que nous observons n'est pas éternelle. Nous devons savoir respecter les choix de ceux qui nous l'ont léguée, sauf à annihiler le prix de leurs efforts. La forêt que nous souhaitons demandera pour apparaître tous nos efforts et nous ne la verrons pas. Espérons que ceux qui nous succéderont sauront aussi respecter nos choix, sauf à tout perdre de nos espoirs, et qu'ils auront la volonté de porter les leurs vers les générations futures. Comme vous pouvez voir, on ne parlera pas de problèmes, mais les défis ne sont pas juste au Québec, au Canada, mais disons qu'on retrouve à peu près les mêmes interrogations un peu partout. Donc, là-dessus, je vous laisse avec notre animateur qui va prendre la suite avec nos différents conférenciers qui, de par leur présentation, sauront sûrement vous susciter des réflexions. Notre prochaine conférencière est Mme Marie-France Turcotte. Elle est professeure à l'École de la science de la gestion de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Elle est aussi co-titulaire de la chaire en responsabilité sociale et développement durable. Alors ça, la responsabilité sociale, c'est ce qui est attendu des entreprises. Ça veut dire quoi, ça? Attendre d'une entreprise de la responsabilité sociale? Ben, ça veut peut-être dire manifester sa fierté à être de bons intervenants forestiers quand on est dans l'entreprise, quand on est dans le secteur forestier. Alors, Mme Turcotte va nous faire une présentation sur les nouvelles tendances en matière de responsabilité sociale des entreprises. Plus particulièrement, elle décrira le rôle des mouvements sociaux et des communautés locales. Alors là, ça commence à nous interpeller. Donc, pour que notre fierté
d'être des intervenants forestiers aille au-delà du pétage de bretelles, Mme Turcotte va nous donner des pistes passablement intéressantes. Merci. Alors, bonjour. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et je veux remercier ceux qui m'ont invitée, M. Pouliot, Mme Bouchard. Moi, je suis une spécialiste de la responsabilité sociale des entreprises. Je pense à ça tout le temps. Je pense à ça parce que j'enseigne dans le domaine. Donc, ça m'amène à me poser plein de questions. Est-ce que j'ai des réponses à tout? Je vais vous dire que malheureusement non, puis probablement que vous êtes plus des spécialistes que moi à plusieurs égards dans vos entreprises forestières, dans vos organisations, que ce soit dans des écoles ou autres. Mais moi, je veux vous amener, le point de vue que je veux vous amener aujourd'hui, c'est un point de vue général sur qu'est-ce qu'on attend en général des entreprises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a entendu dans le passé, qu'est-ce qu'on attend, puis d'où ça vient, cette dynamique-là. Puis c'est peut-être amener des explications, parce que j'ai beaucoup entendu parler de crise tout à l'heure, puis de comprendre que cette dynamique-là, elle fait partie, ces crises, elles font peut-être partie de cette dynamique-là, mais en même temps, elles demeurent difficiles à vivre, mais qu'en même temps, elles peuvent être dépassées puis amener à des choses qui peuvent être meilleures. Donc, c'est un petit peu l'idée ici. Et puis, j'ai mis, pour commencer, une superbe photo de forêt ici, du Saguenay, une si belle région, une région qui a été la première au Québec, puis peut-être une des premières dans le monde, si ma mémoire est bonne, à se déclarer région du développement durable. Puis à faire ça, ça a voulu dire qu'il y a eu des efforts partout pour faire en sorte que tout le monde se concerte pour trouver des solutions meilleures, des meilleures façons de faire les choses. Donc, je pense que c'est un indicateur du potentiel de la région. La région a été regardée par tout le monde, voir comment ils font ça des agendas 21. Ah, bien, on regarde le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment on fait ça de l'écologie industrielle? Ah, bien, tiens, il y a des innovations qui sont venues du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, je vous ai mis une petite bande dessinée que je trouve assez amusante. La responsabilité sociale instantanée. Ce serait le fun de pouvoir en vendre. On serait riche, mais le problème avec la responsabilité sociale instantanée, c'est qu'il faut la mélanger avec de l'eau pure pour la préparer. Évidemment, c'est là que ça se complexifie. Pour de l'eau pure, ça prend tout un écosystème. Et c'est ça qu'on va voir, c'est que ça prend tout un écosystème, l'écosystème de la forêt et l'écosystème humain qui y est associé aussi. Donc, si je vais vous parler de responsabilité sociale, bien évidemment, je vais vous parler d'attente sociale, d'acceptabilité, de non-acceptabilité, de la dynamique des relations en toutes sortes de groupes qui, des fois, essaient de se concerter, je vais même aller chercher des philosophes pour parler d'éthique de la discussion, mais que des fois, cette concertation-là, ça ne marche pas, puis c'est aussi de la controverse. Et que tout ça amène une certaine régulation. Donc, avant de vous dire rapidement ce que c'est que la responsabilité sociale pour les entreprises ou pour les organisations, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à ça si on est le gestionnaire d'une entreprise ou d'une association? Bien, en général, les avantages dont on va parler, c'est d'accroître l'efficacité. Souvent, ça va amener de l'éco-efficience, un effet social qui va accroître la productivité. On va réduire des coûts, on va réduire les risques, on va motiver les employés, on va favoriser l'innovation. C'est une façon d'amener de l'amélioration continue, finalement. C'est bon pour la réputation, ça augmente les compétences de gestion. Ce qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est que ça fidélise les investisseurs et beaucoup les distributeurs. Les distributeurs recherchent des fournisseurs qui sont considérés responsables. Ça peut fidéliser la clientèle. Bref, ça nous met dans une meilleure posture envers plein de monde, notamment envers les banques, les assureurs, les gouvernements.
Oh, je vous en ai dit des belles choses, là, mais vous allez me dire, ben voyons donc. Prenons les clients, par exemple. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu melons d'eau, les clients? C'est-à-dire, ils sont verts à l'extérieur, ils veulent des beaux produits verts, responsables, etc. Mais quand vient le temps de prendre la décision d'achat, ils sont rouges. Hey, c'est quoi le meilleur prix? Hein? Qu'est-ce que ou le meilleur attribut là, qu'on cherche? Là, je ne sais pas, la vitesse sur une voiture ou je ne sais pas quoi. Donc, on va dire qu'on est vert comme client si on fait des sondages, mais dans les faits, quand vient le temps de faire des achats, c'est plus dur. Là, ça devient difficile pour les entreprises qui se sont dit, bien nous, on va se forcer, on va faire un produit plus socialement responsable ou autre. Trouver sa niche de marché, c'est pas évident dans ce contexte-là. Alors, est-ce que c'est vrai que les clients, en général, sont des melons d'eau? Les Français diraient des pastèques. Bien, les études montrent que jusqu'à un certain point, oui, sauf que quand ils ont le choix, les consommateurs, pour la même chose, pour le même prix, la même disponibilité, etc., à ce moment-là, ils vont favoriser un produit qu'ils considèrent comme ayant résulté d'un processus plus responsable ou environnemental ou autre. Donc, il y a quand même des avantages compétitifs. Je disais tout à l'heure, ça peut être plus rentable. On va chercher la rentabilité. Est-ce que c'est vrai, ça? Évidemment, pas toujours. Par contre, si on regarde des études, puis pas juste une, là, il y a eu des études qui ont été faites sur les études pour montrer est-ce que c'est plus rentable ou pas. Bien, finalement, c'est la majorité des études qui vont montrer que oui. Ça ne veut pas dire, encore une fois, dans toutes les conditions, mais que, de manière générale, il y a un lien positif entre les deux. Je viens de vous parler pourquoi la responsabilité sociale ou environnementale. Voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? En fait, le premier point à remarquer, c'est que les attentes évoluent dans le temps. Au 19e siècle, le premier élément, c'était l'efficacité, les qualifications techniques. Est-ce que ça a changé? Non, ça l'est toujours. C'est comme si les attentes se cumulent. Je ne vais pas vous décourager, mais les attentes sont de plus en plus nombreuses. L'efficacité technique est toujours attendue. Puis, dans les années 60, la limitation des nuisances. Hein, on veut limiter les impacts négatifs sur l'environnement. C'est ça qu'on attend des entreprises. Il y a beaucoup de critiques à ce sujet-là. Tout à l'heure, M. Payet mentionnait Rachel Carlson, par exemple, hein, puis la crainte qu'il n'y aurait plus d'oiseaux, puis tout ça. Donc, on se dit, on critique à ce moment-là, Rachel Carlson va critiquer l'industrie chimique, puis il va dire, oh, un instant, là, il y a des bonnes choses avec les produits chimiques, mais il y a aussi des effets négatifs. Ce qu'on remarque, je ne vais pas y aller par décennie, aujourd'hui, on parle beaucoup d'engagement des parties prenantes. Bien, l'engagement des parties prenantes, c'est-à-dire l'engagement des communautés, l'engagement des ONG, l'engagement de ses distributeurs, l'engagement de ses fournisseurs, bien, c'est quelque chose là, dont on parle beaucoup et qui est de plus attendu aujourd'hui. Bien, parler de l'engagement des parties prenantes, c'est comme aussi une autre facette de parler de l'acceptabilité sociale. C'est comme ce qu'il faut faire pour y arriver. Du point de vue des entreprises, si on regarde comment elles ont considéré la façon de voir de ce que c'est que la responsabilité sociale et environnementale, dans les années 70, c'était vu, bien, on va le faire si on est obligé, s'il y a de la réglementation. Puis c'est une contrainte, puis on aimerait mieux pas en avoir de contraintes, hein, on pourrait être plus efficace. Dans les années 80, l'intérêt s'est porté sur la gestion de risques. On veut éviter les risques, des risques, par exemple, de controverse, que notre produit ne soit pas socialement acceptable, quelque chose comme ça. Dans les années 90, on a vu qu'il pourrait y avoir des opportunités de marché. Mais là encore, ça va être des niches particulières de marché qui vont être là. Donc, est-ce que, par exemple, les
la clientèle, hein, les consommateurs de bois qui recherchent, par exemple, une certification environnementale, est-ce qu'il y a une masse suffisante pour que ce soit un marché intéressant? On va alors se poser ces questions-là, ou est-ce que c'est un marché particulier, un marché de niche? Ce que je pense aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça devient une compétence nécessaire parce qu'il y a eu une dynamique de marché, une dynamique sociale aussi derrière ça, mais aussi une dynamique de marché, la compétition, qui a fait en sorte que, bien, avoir des produits de bois, par exemple, non certifiés, bien, ça devient plus difficile de les vendre parce que les distributeurs ont embarqué sous la pression des groupes environnementaux et que là, bien, c'est se limiter de marché de ne pas avoir, par exemple, telle ou telle certification. Donc, ça devient une compétence nécessaire. On m'a demandé de vous parler des nouvelles tendances en matière de responsabilité sociale. Bien évidemment, il faut aussi que je vous mentionne la norme qui est sortie en début 2011, fin 2010, ISO 26000, une norme de responsabilité sociale, qui est une ligne directrice. Hein. Ce n'est pas une norme au sens d'ISO 14000, par exemple, ou de FSC, où on peut être certifié. C'est un guide qui dit qu'est-ce qu'on attend des entreprises. Ce qu'il y a de fascinant dans cette norme-là, c'est le processus par lequel elle a été mise au monde. Ça a été le plus grand groupe multipartite au monde qui a été fait. Il y avait plus de 500 experts négociateurs de 99 pays qui ont négocié pendant 5 ans qu'est-ce que ça devrait être la responsabilité sociale. Non seulement il y avait presque une centaine de pays qui étaient représentés, mais il y avait plusieurs groupes qui étaient représentés. L'industrie, les associations de consommateurs, les associations environnementales, les gouvernements. Donc, c'est vraiment arriver à un consensus avec des gens aussi divers, c'est quand même impressionnant. Et ils arrivent à quoi? Ils arrivent à un gros document, une centaine de pages. D'ailleurs, on avait en 2011 produit un petit document qui en sortait l'essence, donnait des exemples dans des entreprises francophones. Il est disponible en ligne. Si vous cherchez responsabilité sociale, ISO 26000, Marie-France Turcotte, vous allez pouvoir le trouver. Mais si on regarde la définition, voilà ce qu'on voit. On dit, c'est quoi la responsabilité sociale? C'est la responsabilité d'une organisation. Alors, au départ, on ne dit pas seulement d'une entreprise privée. Ça peut être n'importe quel type d'organisation. Vis-à-vis des impacts de ses activités et de ses décisions sur la société et sur l'environnement. Et qu'est-ce qu'une entreprise responsable? C'est une entreprise qui a un comportement transparent, un comportement éthique, et donc, de ce fait, va contribuer au développement durable. C'est une organisation qui va prendre en compte les attentes des parties prenantes, qui va respecter les lois, mais qui va peut-être aller aussi plus loin pour respecter les attentes de ses parties prenantes et qui va être mise en œuvre dans l'organisation. Ce n'est pas juste du beau papier, une belle politique, mais c'est aussi mise en œuvre de manière concrète dans l'organisation. Et puis, mais il y a 7 questions centrales qui sont amenées, qu'il faut considérer. Je vais faire porter votre attention sur elles sont toutes aussi importantes, mais au fond, on n'a rien réinventé. Hein. Ces gens-là ont repris des éléments. Il faut respecter les droits de l'homme. Bien, oui. Mais dans certains cas, ça vaut la peine de le redire. Les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les relations avec les consommateurs et les communautés et le développement local. Je pense que dans le cas ici des entreprises forestières, 2 éléments très importants, c'est ceux de l'environnement puis des relations avec les communautés et le développement local. On va parler aussi d'ancrage territorial, on va parler d'engagement avec les communautés. Donc ça, je pense que c'est des choses où même je pense que les entreprises forestières, ils ont toujours dû le faire et ils ont des choses à apprendre aux autres entreprises.
par la force des choses. Il y a un territoire qui est là, il y a un écosystème, mais il faut le partager. Donc, ça développe des compétences à ce niveau-là. Ça, c'est une figure qui n'a pas été publiée dans la norme ISO 26000, mais qui était ressortie pendant les négociations. Puis ce que vous remarquez, c'est qu'il y a le dialogue au milieu. Il y a l'organisation, il y a toutes sortes de monde autour, des communautés locales, des communautés pas locales du tout. Qu'est-ce qu'elles font là? Mais elles font partie du décor aussi. Et puis, il y a le dialogue qui est au milieu. Puis de ça, bien, ou alors ça va être, on va aboutir dans une confrontation, ou alors peut-être on va réussir à innover. On va essayer de modéliser ce que ça peut être la collaboration. Alors, prenons l'objectif d'une entreprise ou les objectifs d'une entreprise. Prenons les objectifs de groupes sociaux. Alors, vous avez les deux axes qui sont là. Si chacun essaie de tirer la couverte de son côté, sans considérer les objectifs de l'autre, bien, ce qui va arriver, ça va être probablement un échec de la collaboration. Ce qui risque d'arriver aussi, c'est que ce n'est pas le résultat optimum qui va sortir de ça. En fait, pour arriver à des résultats optimaux, ça prend de considérer les objectifs de l'autre partie avec laquelle on cherche à collaborer. Pour trouver des meilleurs processus, pour trouver un consensus, ça veut dire qu'il faut partager le pouvoir. Il faut établir des relations de confiance. Et c'est comme ça. Mais vous remarquerez qu'entre le point minimal du résultat qui serait à l'extrême du rectangle vert, au bout de l'échec de la collaboration, puis le point optimal, bien, tout le monde a gagné plus que ce qu'ils auraient gagné s'ils avaient tiré la couverte seulement de leur côté. Un exemple d'engagement collaboratif, c'était une entreprise dans le domaine de l'extraction, donc dans une mine, et il y avait une communauté locale qui se plaignait de différentes choses, notamment de camions qui faisaient jour et nuit, qui se promènent et puis qui font du bruit. Alors, l'entreprise organise un forum avec les membres de la communauté, il y a un animateur professionnel, on s'explique, on exprime chacun ses attentes, on écoute. On dit qu'on est prêt peut-être à prendre des mesures si on en trouve. Le résultat, mais ça a permis de bien comprendre qu'est-ce qui se passait. Ce qui se passait la nuit, ce qui se passait le week-end, la vitesse des camions, et ça a amené à trouver des solutions. On va faire du transport 24 heures sur 24, mais pas certains jours. Finalement, ça, c'était une meilleure solution pour cette communauté-là. Bref, un exemple pour dire que des solutions sont possibles quand il y a de l'engagement, il y a de la collaboration entre les acteurs. Un autre exemple, vous connaissez peut-être le club de football des Alouettes. Alors, le club de football, son stade est au milieu de Montréal, puis bien évidemment qu'il y a plein de citoyens qui habitent à côté. Ça crée des problèmes de transport quand il y a un match. Il y a des embouteillages monstres, ça fait du bruit, l'éclairage, etc. Bien, le club se dit, bon, bien, comment ça se fait que les gens ne prennent pas le transport en commun? Ah, bien, on va faire une entente avec la Société de transport de Montréal, puis il va y avoir une navette les jours de match. Donc, on va trouver des solutions, finalement, qui vont être intéressantes pour tout le monde. Alors, ça, ce sont des exemples de ce que peuvent donner l'éthique de la discussion. Et puis là, il y a des philosophes qui nous ont dit on peut être rationnel. Kant nous avait dit ça, on peut réfléchir puis trouver des solutions rationnelles qui vont être bonnes pour tout le monde. Habermas, un philosophe plus contemporain, va dire mais c'est pas en réfléchissant tout seul qu'on le fait, c'est en réfléchissant dans le dialogue avec les autres. Donc ça, c'était mes diaporamas avec un petit fond rose. Peut-être que je l'ai mis trop pâle, le rose, mais c'était le petit côté rose bonbon de l'affaire. C'est le côté rencontre du troisième type. Vous vous souvenez de ce film, là, on attend la rencontre avec les extraterrestres. Ça va être merveilleux, puis il y a beaucoup d'espoir qui est associé à cette rencontre-là.
Par contre, des fois, on a plutôt l'impression que on est dans un autre univers, peut-être celui d'Obélix et Astérix ici. Engagez-vous, qui disait, hein, engagez vos parties prenantes. Pourquoi? Pour se faire... je pense que le centurion qui est là, ou je ne sais pas quel est son grade, là, mais il est moins heureux là, de l'engagement avec les parties prenantes ici qui ont eu lieu. Des fois, c'est pas ça qui se passe, hein, c'est le conflit, c'est la critique, c'est la crise, puis on se demande, mais pourquoi ces critiques-là, elles ne sont pas méritées? Dans les modèles qu'on enseigne, là, je ne vous rentrerai pas là-dedans, mais dans les modèles qu'on enseigne à l'université, hein, souvent on va dire, bien, quel est le pouvoir là, des gens qui vous critiquent? Puis on va baser les recommandations d'action là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les aspects de légitimité. Puis des fois, il y a des groupes qui ont l'air de rien comme ça, mais ils ont de la potion magique. Ils ont la potion magique de la légitimité. Ils réussissent à construire la légitimité. Et ça change la donne. Bref, il peut y avoir beaucoup de controverses, des manifestations contre son produit. Puis là, pour finir, je vais vous parler d'une stratégie typique qui avait été développée par Greenpeace au début dans les années 60 et qu'un chercheur de Luca a appelé l'image politique. Hein, la politique de l'image. Cette stratégie-là est arrivée par hasard pour Greenpeace, c'est-à-dire qu'ils étaient partis pour sauver une baleine contre un baleinier, là, donc un gros bateau industriel. Puis cette baleine-là, ils ne l'ont pas sauvée. Hein. Le baleinier a tiré, a envoyé une espèce de bombe, là, mais ils ont pris des photos, puis la photo a circulé partout dans le monde. Puis cette photo-là, elle disait « Hey, la baleine, qui représente la nature, elle est menacée. Hein, on parlait de cette idée qu'il y a des menaces. Hey, hier soir, au souper, on se disait, hey, à un moment donné, on pensait que le chevreuil était menacé. Mais cette idée de la menace là, qui est amenée, qui va beaucoup être amenée par des images. Et puis ça, c'est des photos plus récentes, toujours par Greenpeace. Elles sont toujours menacées, puis cette idée de la menace est toujours présente. Puis on voit là cet élément-là. Ça peut être la même chose dans l'industrie textile ici. On voit un enfant. Hein, Donc, il y a une légitimité qui vient d'un aspect du charisme qui est associé à la personne ou l'animal qui est menacé. Et ça a beaucoup de poids dans l'image politique ou dans la perception que les gens vont avoir. Peut-être qu'aujourd'hui, un emblème charismatique, c'est le caribou national. Alors, mon point, c'est qu'il ne faudrait pas s'amener dans une position où est-ce qu'on oppose le charisme avec quelque chose de pragmatique. Bien là, on va couper du bois, on va faire de l'argent, etc. Le conflit ne se résolvera pas comme ça. Il y a des gens qui vont choisir d'un côté, il y a des gens qui vont choisir de l'autre, puis il n'y aura pas de solution trouvée. Donc, l'argument moral versus l'argument pragmatique, c'est pas une façon de faire gagner une cause. En général, il faut combiner les arguments. Donc, faire reconnaître aussi, comme on disait, il manque de connaissances sur comment elle est gérée, la forêt, par exemple, bien, il faut le faire connaître. Je pense qu'il ne me reste peut-être qu'une minute ou peut-être même plus. Je vais conclure. Je voulais vous parler des médias sociaux. Comment je peux arrêter ça? Je vais conclure tout simplement en revenant sur ces arguments de légitimité. Je voulais vous parler rapidement de certification. Dans la forêt, contrairement à d'autres domaines, il y a seulement 2 certifications. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une certaine maturité au domaine. Donc, il y a des secteurs, par exemple, dans l'industrie textile, où ce qui est attendu, c'est encore plus complexe. Il y a une trentaine de certifications qui demandent toutes des choses différentes. Dans le café, il y en a une douzaine. Hein. Il y a quand même une maturité qui est là. Le domaine de la forêt, les forestiers,
vous êtes déjà des experts avec les besoins de considérer les usages multiples de la forêt. Vous êtes déjà des experts de la responsabilité sociale et de l'engagement des parties prenantes. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là sans se décourager. Si parfois ça passe par la crise ou l'apparence de non-légitimité, il faut faire connaître ces aspects positifs. Non seulement les aspects, écoutez, on va produire de l'argent, on va produire de la richesse économique, etc., mais aussi les aspects qu'on pourrait qualifier de plus moraux ou de plus charismatiques qui sont liés parce qu'ils existent, ces aspects-là. Je vais donc conclure là-dessus. Alors, merci, Mme Turcotte. On a le temps pour une, peut-être deux, ça dépend de la longueur des questions. Et des réponses. Ça, c'est implicite. Ah, finalement, il semblerait qu'on a un chef de l'opposition. Allez-y. Bonjour, Mme Turcotte. À entendre votre présentation, est-ce qu'on peut comprendre, est-ce qu'on peut en déduire que la responsabilité sociale, c'est pas uniquement au niveau des organisations, des entreprises, mais ça peut se retrouver aussi au niveau des individus, notamment parce que souvent les individus composent les entreprises, mais aussi à titre de consommateurs, parce que récemment, de ce temps-ci, on voit des choses à la télé là, versus les impacts des consommateurs versus l'état de situation humanitaire dans d'autres pays. Merci. Tout à fait. Je pense que le rôle des consommateurs est extrêmement important dans l'équation, dans se rendre vers un développement durable, c'est-à-dire qu'on va arriver à ce qu'il y a de meilleur pour nous tous. Mais souvent, les consommateurs, ils ont des idées qui sont faites, et souvent, et je le sais moi-même, pensez à lorsque vous êtes consommateur, on va se faire des idées générales avec ce qu'on a comme information. Même des fois, on voudrait fouiller plus, puis on n'a pas l'information disponible. On voudrait faire des choix plus sociaux, environnementaux. À quoi on va se fier pour ça? Donc, parfois, dans le domaine de la foresterie, il y a quand même des certifications qui ont acquis leur lettre de noblesse. Mais est-ce qu'on les voit toujours? Dans le domaine du textile, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le domaine du textile, puis on a vu comment les conditions de travail peuvent être difficiles, puis, ou même la santé et sécurité des travailleurs est en cause. Il existe plein de certifications, mais cherchez-les sur vos vêtements, essayez de les trouver, vous ne les trouverez probablement pas. Donc, des fois, le consommateur n'a pas ce qu'il faut pour prendre les décisions, puis quand il les prend sur des approximations. Donc, ça, c'est un point. Mais j'irais dans le même sens que vous, encore plus loin. De dire le consommateur est extrêmement important là-dedans, mais il n'est pas tout seul. Il y a un collègue français, un professeur français, qui a dit la responsabilité sociale, puis il a reviré ça des entreprises, il a reviré ça, il a dit tous responsables. C'est-à-dire que oui, les entreprises doivent être responsables, à l'écoute, etc., mais tous sont responsables de faire valoir ce qu'ils pensent être la meilleure façon de faire les choses. Et quand il n'y a pas cette dynamique-là, le résultat de tout ça ne va pas très loin. Ce n'est pas les meilleures pratiques qui émergent, ce n'est pas les innovations les plus intéressantes, etc. Donc, je suis amplement d'accord avec vous. La responsabilité sociale des entreprises, ça passe aussi par de la consommation responsable. Et ça vient si tout le monde explique qu'est-ce que ça veut dire. Exact. Une des diapos de conclusion, il y avait la chaîne d'approvisionnement là-dedans, et la consommation responsable. Oui, ici. Pourtant, je suis assez gros, on peut me voir un peu. Merci, Madame Turcotte. C'était vraiment intéressant. Mais une chose, j'ai entendu tout à l'heure M. Payet qui faisait aussi, donnait toute l'importance à la certification. Vous avez fait la même chose. Maintenant, dans tout ce processus-là, ne croyez-vous pas que les entreprises, l'industrie elle-même, autant minière que forestière, a la première responsabilité de faire connaître qu'est-ce qu'elle fait et véritablement quels sont ses buts finaux et
les routes ou encore, je vous dirais, les techniques qu'elle va prendre pour arriver à faire le développement de son industrie. Parce que lorsqu'on regarde, vous avez parlé tout à l'heure de la force de l'image. On a parlé de Desjardins tout à l'heure, Monsieur Payet en a parlé. Et on sait qu'une image peut être dévastateur, mais on sait également qu'une image peut être apaisant, peut être véritablement informateur. Et tout ce qu'on peut dire des derniers problèmes que l'industrie forestière a vécu, des derniers problèmes que l'industrie minière a vécu, c'est une question d'image. Une question de dire que les anciennes méthodes n'existent plus et que véritablement on prend les processus d'une façon très sérieuse pour protéger l'environnement et s'assurer que les citoyens soient eux aussi, je vous dirais, bien servis par cette industrie-là. Mais on ne remarque pas encore tout l'emphase que ces deux industries-là donnent au niveau de l'information, donnent au niveau de l'accompagnement de la population dans les différents processus qu'elle met en place. Et ça, on peut dire que l'industrie a une grande responsabilité là-dessus. L'association forestière de notre région fait son travail, mais l'industrie elle-même a une grande responsabilité. Et comme professeur, j'imagine que vous avez également une responsabilité, mais vous faites votre travail parce que, en réalité, vous enseignez aux jeunes, mais vous n'enseignez pas à la grande population. Et c'est très important que l'ensemble de la population soit informée, qu'elle aussi, la population, elle apprenne que les méthodes d'aujourd'hui sont là pour protéger l'environnement et sont là également pour protéger la vie et la faune du Québec. Et lorsque les gens comprendront bien ça, ils vont s'associer avec ces deux industries-là pour la faire progresser, pour s'assurer qu'on crée de la richesse et bien sûr qu'on fait du développement durable. Parce qu'on le sait, dans le développement durable, souvent, on sert bien l'environnement, on sert bien la faune, mais l'économique, on le sert très mal, ou vice-versa. Lorsqu'on sert l'économique, on a de la difficulté à bien servir le citoyen, c'est-à-dire à bien l'informer. Et ça, c'est regrettable parce qu'il y a toujours un manchon qui manque, là, et il faut porter une attention particulière à ça. Et je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus. Alors, votre question, ce serait... moi, je l'ai entendu. Ce serait... comment est-ce qu'on ma peut question, pensez-vous qu'on a en fait assez au niveau de l'information, au niveau de l'industrie par rapport à ce que l'on fait et ce que l'on veut faire dans le domaine du développement? Moi, je voyais quelque chose d'encore plus pointu. Est-ce que c'est possible d'avoir des images qui permettent à la fois de montrer qu'on est responsable en termes environnementaux tout en créant de la richesse? Est-ce que ça existe, des images qui peuvent montrer que simultanément, on peut créer de la richesse et respecter l'environnement? Alors, je vais répondre en plusieurs temps. Premièrement, en 30 secondes, oui, mais en découpé. Et là, ce que je viens de dire, ça ne comptait pas. Premièrement, est-ce que les entreprises doivent le faire? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'abonde dans votre sens. Deuxièmement, est-ce qu'elles peuvent le faire? Ça, c'est plus délicat. Ou est-ce qu'elles peuvent le faire de manière efficace? Des fois, elles n'ont pas, on va dire, bien, leur point de vue est biaisé. Elles veulent nous vendre leur salade ou leur cassette. Ah, c'est du PR, dit de manière négative. Pourtant, il faut le faire. Mais quand c'est fait d'une manière trop unidirectionnelle, sans entendre les attentes, le message ne passe pas. C'est ça qui est le problème. Si on prend l'exemple des certifications, il y a des certifications qui, selon certains groupes, sont plus pertinentes que d'autres. Hein. Les groupes environnementalistes défendent le FSC. C'est leur bébé. C'est eux qui l'ont mis au monde avec leurs critères, etc. Ils trouvent que c'est plus crédible. Hein? Donc, il y a des aspects de crédibilité. Bien, c'est étonnant, mais une étude qu'un de nos étudiants de doctorat a fait a montré que les investisseurs aussi trouvaient que le FSC était plus crédible. Donc, des fois, il y a des aspects de crédibilité. Donc, oui, il faut passer le message, mais comment on va le faire pour avoir l'air crédible? Ça, c'est une autre question. Et si moi, je pense que c'est avec une combinaison d'arguments
et pas seulement un seul argument. Alors, oui, on me fait signe désespérément de procéder. Alors, écoutez, je pense que c'est assez clair qu'il y en a un tas de choses à apprendre pour bien mettre en valeur les outils qui permettent à des entreprises d'afficher des comportements responsables, qui permettent à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement de rendre des fournisseurs, des travailleurs contribuant à cet effort de responsabilité sociale qui, ultimement, va tirer sur les bonnes cordes pour que les consommateurs se comportent de façon responsable. Et là, on aura une chaîne qui permettra d'agir autrement. Agir autrement parce qu'on pourra à la fois créer de la richesse et respecter la planète. Rien de moins. Il est maintenant temps de vous dévoiler notre personnalité forestière 2013. Et je suis toujours contente de la dévoiler, mais là, je suis encore plus contente de les dévoiler. Pour rêver notre demain forestier, il nous faut 2 ingrédients principaux: la forêt et les humains. Beaucoup d'entre nous sont à bâtir la forêt de demain, mais ceux qui vivront avec nos choix, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ils auront à relever le défi de poursuivre la relation forêt-humain qui, au cours des 175 ans d'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a fait de nous un peuple forestier. Le conseil d'administration de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean a décidé d'accorder le titre de personnalité forestière 2013 à ceux qui sont les acteurs de notre domaine forestier, la relève. 5 jeunes de la région qui ont choisi de faire carrière autour de la forêt et du bois sont ainsi honorés. Sans plus tarder, je vous les présente. Le premier, il nous provient du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. Je vous présente M. Félix Pilote-Gilbert, étudiant en conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Et voici maintenant, pendant qu'il avance à l'avant, les dires de Félix. Ce qui m'a attiré vers la foresterie, c'est principalement l'environnement et les conditions de travail. C'est un milieu où il faut être passionné et donner un bon rendement, peu importe les conditions. Il ne faut pas avoir peur du travail et des longues journées. Comme j'ai grandi dans le milieu de l'agriculture, ce sont les principes que j'ai appris dès mon enfance en travaillant sur la ferme familiale. C'est aussi là que j'ai développé le goût de travailler en nature et surtout l'importance de la débrouillardise. À mon avis, avec un bon système D, avoir un bon système D est la chose la plus essentielle en forêt. Après mon secondaire, j'ai débuté une formation collégiale en génie mécanique, car la conception et la fabrication de mécanique et hydraulique m'intéressent. Le contenu de la formation était intéressant, mais l'environnement d'études ne me plaisait pas beaucoup, car il était trop statique. Notre prochaine, c'est une femme, nous vient du Cégep de Chicoutimi. Francesca Aude, pendant que tu t'en viens, Francesca. Si rêver demain, c'est imaginer la société que l'on désire léguer aux générations futures et s'impliquer activement, aujourd'hui, afin de permettre aux rêves de se concrétiser, alors on peut dire que Francesca Aude rêve le demain de sa communauté forestière. Native de Rivière-Éternité, elle a terminé ses études en technologie forestière au Cégep de Chicoutimi en 2010. Étudiante brillante, rigoureuse, assidue et motivée, Francesca avait également un défi personnel à surmonter, sa grande timidité. Est-ce que ce défi allait l'empêcher de rêver? Bien sûr que non. C'est avec courage et persévérance qu'elle a entrepris la réalisation du domaine rêvé afin de mettre à profit ses forces et franchir les obstacles. En 2009, ayant réalisé son premier stage à la coopérative Quatre-Attentes du Bas-Saguenay et étant membre du comité de protection du bassin versant de Rivière-Éternité, elle fait preuve d'audace en proposant à la coop Quatre-Temps de monter un projet de revitalisation des berges
pour son 2e stage, projet qu'elle mènera avec brio. À l'automne, elle repousse une fois de plus ses limites personnelles. Et là, il y a des élus qui vont être contents. Et devient conseillère municipale à Rivière-Éternité, membre du conseil d'administration de la coop 4 temps. C'est donc avec cette nouvelle fonction qu'elle retourne au cégep, terminer sa 3e année d'études. Aujourd'hui, Francesca travaille toujours à permettre un demain rêvé de se concrétiser en s'impliquant plus que jamais dans l'avenir de sa communauté et de la coop 4 temps. Sa polyvalence est un atout important pour son milieu et la diversité des expériences le démontre. Notre 3e personnalité nous provient du Cégep de Saint-Félicien. Michael Dufour, technologue en transformation des produits forestiers. Michael, ce qui a enclenché mon intérêt a été une journée organisée au secondaire qui se nommait à ce moment « Décroche l'avenir ». Ceci consistait à passer une journée en entreprise pour valider nos intérêts en carrière. Ensuite, j'ai suivi mon cours au Cégep de Saint-Félicien et par la suite mon stage de 6e session à l'usine 54. Pour ceux qui sont un peu de la région, là, elle n'existe plus, la 54 de Chibougamau. A confirmé vraiment mon intérêt envers la transformation du bois. Durant mon stage, le responsable en place à ce moment s'occupait de 2 usines, soit celle de l'Adoré de Chibougamau. J'ai donc pu prendre beaucoup de place au 54 et profiter de cette occasion pour me surpasser et montrer mon savoir-faire à l'équipe de gestionnaires. Mon sens mécanique et mes habiletés manuelles font en sorte que j'adore ce métier, car nous pouvons continuellement penser à de nouveaux projets et faire progresser notre usine, peu importe dans quelle division on est. J'ai de la chance de progresser dans l'entreprise et de me dépasser à tous les jours dans des lieux sécuritaires et agréables, car tout le monde a la même vision et les mêmes valeurs. Mon expérience dans le Nord, dans le domaine du fer, m'a permis de voir d'autres pensées et méthodes de travail qui me servent aujourd'hui au quotidien. Aujourd'hui, je suis revenue à mes anciennes amours, le bois. Et j'apprécie de pouvoir faire un métier à 15 minutes de ma petite famille, ma conjointe Marilyn et de mes 2 garçons Sam et Léo. Le fait d'avoir beaucoup de responsabilités et de possibilités dans ce domaine me permet de me dépasser et de ne pas m'ennuyer. Les journées sont toujours remplies de surprises et sont toujours différentes. Dans mon quotidien, j'apprécie également trouver des solutions pour améliorer notre facteur de consommation, pour clouer le bec à ceux qui pensent que nous gaspillons encore en 2013. Ça me fait du bien à toutes les fois qu'on améliore nos performances. Notre 4e personne nous provient de l'Université du Québec à Chicoutimi. Et ça fait drôle de voir ici quelqu'un en génie civil. Catherine Lavoie, qui fait présentement une maîtrise en ingénierie civile. Catherine Lavoie est diplômée du programme de baccalauréat en génie civil de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle a fait partie de la toute première cohorte d'étudiants dont le cheminement dans ce programme incluait des cours sur les structures de bois. C'est dans le cadre de ce nouveau programme unique au Québec qu'elle a pu acquérir des connaissances dans le domaine de la résistance, de l'analyse et de la conception de structures utilisant le matériau bois. Au cours de ses études de baccalauréat, Catherine a été reconnue par ses professeurs comme une personne volontaire, travailleuse, perfectionniste et impliquée, démontrant de plus en plus d'intérêt marqué pour le matériau bois. Avec 2 de ses collègues, elle a d'ailleurs formé l'équipe qui a représenté l'UQAC au défi Sécobois cette année à Québec. Le défi consistait à expérimenter concrètement les possibilités, la polyvalence et les avantages du matériau bois, en construisant une structure de scène, de spectacle extérieur couverte à l'échelle 1/6. L'équipe formée de Catherine et de ses collègues a remporté une première et une 3e place sur un total de 10 équipes provenant du milieu universitaire. Une fois son baccalauréat complété, Catherine a décidé de relever un autre défi, c'est-à-dire celui de devenir la première étudiante à poursuivre à l'UQAC des études en maîtrise en ingénierie civile dans le but d'approfondir ses connaissances concernant les structures en bois. Elle étudie actuellement, sous la direction du professeur Sylvain Ménard, Sylvain qui est justement là-bas, la résistance latérale des structures hybrides dans les constructions multi-étagées. C'est un domaine de connaissance des plus importants pour permettre aux matériaux bois de prendre sa place parmi les matériaux d'avenir, notamment dans la construction non résidentielle.
Le cheminement de Catherine Lavoie est un exemple de l'émergence de jeunes leaders dont la région et le Québec ont besoin afin d'assurer la contribution du matériau bois à leur développement durable. Notre prochaine personnalité forestière nous provient de l'Université Laval. Malheureusement, il avait un examen aujourd'hui. Ce jeune-là nous vient de la région nord du Québec. Chantier Chibougamau, qui est sur le territoire de l'Association forestière, prend toujours des jeunes ingénieurs forestiers, les fait travailler l'été, puis il s'assure sa relève comme ça. Et c'est un des jeunes qui travaille l'été pour Chantier Chibougamau et qui est en génie forestier à l'Université Laval, qui est notre prochaine personnalité forestière. Félix Plante, étudiant en génie forestier à l'Université Laval. Jean-Pierre, qui monte justement, lui a posé la question. Félix, qu'est-ce qui t'a amené à étudier en foresterie et à devenir ingénieur forestier? La réponse de Félix, ce qui m'a motivé à aller en foresterie, c'est facile à dire, parce que je sais que je vais en foresterie depuis plusieurs années. Premièrement, le fait que mon père travaille dans le domaine a apporté une bonne différence. Technicien forestier contre maître en forêt depuis plus de 25 ans. De plus, j'ai eu la piqûre et la confirmation de mon choix quand j'ai débuté sur la plantation à l'été 2010. Le fait d'être en contact avec la nature, de vivre dans ma ville natale et d'effectuer des projets qui vont se concrétiser assez rapidement ont aussi aidé à prendre ma décision. Sinon, je ne peux vraiment pas penser à autre chose. En réalité, Félix Plante est un jeune homme de 20 ans, motivé et enjoué, qui fait partie de la relève forestière de notre région. Il a constamment été en contact avec le milieu forestier depuis son jeune âge, et cela a fortement influencé son orientation.